Belle bonsoir tout le monde, bienvenue à vous dans votre émission Tout ou Tête. C'est le rendez-vous hebdomadaire, c'est le rendez-vous où on parle de déconstruction, on cherche de nouvelles alternatives, où on débat en profondeur. Bienvenue à vous dans votre émission avec l'équipe Saïdi Aïlrich. On est là, tranquillement. À mon avis, prenez des notes, chers téléspectatrices, téléspectateurs, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données aujourd'hui. Et je voulais juste préciser avant qu'on commence, c'est une émission en fait qui a pour but de donner des informations claires, précises, sourcées. Et c'est pas le but en fait que ce soit une propagande de Jonathan ou d'Ulrich ou de Jonathan. Donc le but c'est vraiment de donner des informations les plus claires possibles, limpides, pour que le téléspectateur puisse se faire son opinion éclairée, faire ensuite des choix conscients. Et ce n'est pas en fait retirer le fait que ce soit Jonathan ou Ulrich qui présente. J'aime pas Jonathan, j'aime pas Ulrich, j'aime pas Jonathan. C'est garder en tête que c'est l'information qui est importante. L'information qui va primer. Grégory, pour expliquer un petit peu c'est quoi Tout ou Tête, n'hésite surtout pas. Belle bonsoir tout le monde. Tout peut être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore percer tête? Pas soude. Voilà. Bienvenue à Tout ou Tête. Et ce soir, nous avons un invité. Bonsoir mon invité. Bonsoir Jonathan. Comment vas-tu? Ça va très bien. Entre Jonathan, ce soir. Déjà ça. Donc Jonathan Luriagara, présente-toi. Tu as déjà participé à l'émission, mais présente-toi à nouveau pour les spectateurs qui ne te connaissent Exactement, pas. Donc, les téléspectateurs et téléspectatrices, il faut préciser. Donc voilà, Jonathan Luriagara, donc je suis ingénieur agronome, agriculteur martiniquais et particulièrement engagé aussi dans l'agroécologie. Donc voilà, le produit au sein en Martinique. Donc, on va parler d'agriculture ce soir. Et la thématique de ce soir, c'est le modèle agricole. Est-ce la fête d'un cycle? Donc, on va en parler ce soir, tout en profondeur. Ulrich a déjà annoncé, prenez votre cahier, stylo, parce que les informations vont fuser ce soir. Donc, Ulrich, on va parler du modèle agricole. Est-ce la fête d'un cycle? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est vraiment la fête d'un cycle? Alors, je vais du coup, pour commencer, citer le rapport du CIRAD. Donc le CIRAD, c'est un organisme français de recherche en recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Bon, régions tropicales, je n'aime pas le terme, mais c'est pas grave. C'est ces institutions en tout cas qui utilisent ce terme, mais donc ça concerne du coup la Martinique. Donc il y a une étude qui a été faite le 24 mars, publiée en tout cas le 24 mars 2021, sur les freins et leviers à l'autosuffisance alimentaire vers de nouveaux modèles agricoles dans les départements et régions d'outre-mer. Ça, c'est le sous-titre. Et en fait, dans les premiers paragraphes, dans le constat, dans l'introduction, il précise que le modèle d'économie de plantation, je répète, le modèle d'économie de plantation, c'est pas moi qui le dis, c'est le CIRAD. Et je vous ai dit, qu'est-ce que le CIRAD? Caractérisé par l'export de produits tropicaux vers la métropole via des bateaux qui reviennent avec des produits d'importation, est toujours pratiqué sur la Martinique. C'est le modèle, en fait, qui est toujours en vogue en Martinique. Un secteur producteur de biens échangeables, exemple la banane, dépendant de subventions dont l'objectif est de maintenir sa compétitivité internationale. C'est pas un militant qui le dit, c'est pas n'importe qui le dit, c'est le CIRAD, je cite toujours. Aujourd'hui, les exportations ne couvrent au mieux que 37% des importations en Martinique. D'accord? Dernière information importante. L'ordre de grandeur du nombre d'hectares à mettre en culture pour substituer les importations de produits tropicaux est de 511 hectares en Martinique. Donc, c'est le CIRAD, justement, j'ai pris les informations d'une institution difficilement, en fait, c'est difficile, en fait, en tout cas, de remettre en cause ce rapport-là, parce qu'en fait, ce sont des scientifiques qui font un travail, et on ne pourra pas, en fait, nous taxer d'être des personnes qui déforment la réalité. Donc, c'est un rapport qui prouve, justement, qu'on arrive vers la fin d'un modèle agricole, qu'il faut lever de nouveaux leviers, en tout cas, pour changer, en tout cas, notre agriculture, parce qu'elle n'est plus moderne, elle n'est plus liée en fait à un modèle qui serait respectueux des sols, respectueux de l'humain, respectueux, etc. Donc c'est pour ça justement qu'on a fait la thématique, pour pouvoir parler de cette fin de cycle et savoir en fait, si on parle de fin de cycle, vers quel cycle on pourrait rentrer et pourquoi en fait c'est la fin d'un cycle, quels sont les éléments en fait qui prouvent qu'il est en chute et ensuite comment organiser le renouveau. Le modèle actuel, il est dirigé vers où? Le modèle agricole dans sa grande globalité. Vers l'économie, vers la richesse, la production de capital. Je ne parle pas de richesse, parce que ça dépend de ce qu'on dit par richesse, mais la production de capital et la captation par des groupes bien précis qui ont déjà du capital et qui vont générer du capital en exploitant le sol, donc le vivant, et l'être humain.
Voilà. Donc c'était pour bien présenter. Et justement, on va voir avec Jonathan quels sont justement les éléments qui permettent de caractériser justement cette fin de cycle dans l'agriculture, puisque c'est son domaine. D'accord. Tu en penses quoi par rapport à tout ça? Je pense que ces informations déjà, elles sont déjà surprenantes, mais elles sont effectives, elles sont visibles déjà sur le terrain. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir aujourd'hui des organismes comme le CIRAD donner des rapports comme cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le point de vue, il est plus que validé et général, et c'est quelque chose qu'on constate au quotidien. D'ailleurs, les chiffres que nous avons pu entendre aujourd'hui, on peut les voir dès qu'il y a une grève, une crise en Martinique, on voit bien que les rayons sont vidés et qu'il y a plus rien, et ça, c'est une situation qui est aujourd'hui une réalité, et même encore plus qui est on va dire même internationale, cette situation qui est que ce modèle en fait mondialiste qui a été imposé en fait dans les États ne tient plus la route, et même les agriculteurs dans l'Hexagone n'ont pas peur maintenant de le dire haut et fort qu'ils ne veulent plus de ce système-là, tant pour leur rentabilité, pour le respect de l'humain, et puis aussi pour le respect de l'écologie. En parlant du respect de l'humain, si je vous dis 16 novembre 2023, vous pensez à quoi? On pense à la prolongation du glyphosate jusqu'à 2033. Donc ça, c'est vraiment un point justement qui est majeur et qui montre en fait, je vais dire, cette pensée à contre-courant de ce que les populations demandent aujourd'hui. On voit bien que, d'ailleurs, il faut savoir aussi que lors du vote, il y a eu vraiment, lors de ce vote-là, si je me rappelle bien, il n'arrivait pas trop à trouver position. Il a fallu trancher d'ailleurs. Donc on montre même au niveau politique, il y a quand même de plus en plus de politiques qui sont contre le glyphosate, mais pour des raisons qu'on ignore, il a été reconduit jusqu'à 2033. Donc ça, pour moi, c'est un manifeste, c'est vraiment une preuve que les instances, en fait, notamment européennes, et qui décident des lois et qui nous imposent un petit peu leur point de vue, ne sont pas vraiment, en fait, alertes à ce que la population réclame et demande en termes de savoir-vivre et de manière et de pratiques agroécologiques. Alors, je vais du coup préciser qu'est-ce que le glyphosate. Donc, glyptographie phosphate, son nom barbare, on va dire. Technique, voilà, pas barbare, technique, excusez-moi. Le glyphosate, donc c'est un désherbant utilisé pour détruire ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes ou des plantes qui poussent dans un endroit où elles n'ont pas été installées. Le glyphosate agit en bloquant la chaîne des synthèses des précurseurs d'acides aminés essentiels pour le fonctionnement de la plante, notamment pour la photosynthèse. D'accord ? Donc ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que le glyphosate ? Donc, le glyphosate en France est utilisé pour préparer les sols avant les cultures, notamment de céréales. Il permet un gain de temps et de rendement. Donc, on a bien dit que c'est un modèle économique, un modèle qui est sur le rendement, justement. En voici la preuve. Donc, il permet un gain de temps et de rendement non négligeable pour les agriculteurs qui n'ont plus besoin de labourer. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est disponible sur le site du gouvernement. Donc, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Le 10 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, placé auprès de l'Organisation mondiale de la santé, a publié un rapport concluant que le glyphosate devait désormais être classé cancérogène probable pour l'homme. Donc c'est un classement 2A. L'agence estimait notamment qu'il existe des preuves démontrant une association entre l'exposition au glyphosate et le développement de cancers tels que le lymphome et le cancer du poumon, lymphome non hodgkinien pour son nom. D'autres études considèrent que justement c'est un risque pour développer le cancer du sang plutôt, et un perturbateur endocrinien. C'est notamment l'INSERM en fait qui arrive à ces conclusions-là dans son rapport qui a été publié en 2021. Donc contre ça, il y a d'autres rapports. Donc il y a un rapport de l'EFSA, Agence européenne de sécurité des aliments, et de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui se base sur d'autres études scientifiques et qui concluent à l'absence de risques significatifs concernant les cancers. En 2017, l'Institut national de recherche pour l'agriculture a pourtant remis au ministre concerné un rapport sur les usages et les alternatives au glyphosate dans l'agriculture française. Donc il a pourtant justement, avec ces études qui sont controversées, parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique à ce niveau-là, ils ont proposé justement un rapport pour déterminer la fin du glyphosate. Macron l'avait dit en 2017 dans un tweet qu'il s'engageait à sortir du glyphosate d'ici 2021. Il avait dit en 2017, il avait dit qu'il s'engageait à sortir du glyphosate en France d'ici 2021.
d'après les éléments que je viens de dire, vous avez bien compris que ce n'est pas le cas. Et il faut aussi parler justement du fait que dans le débat public, il y a des articles justement qui parlent du fait qu'il y a un grand lobby aussi qui est présent et qui agit pour ne pas, le lobby des pesticides et évidemment des lobbies qui répondent à des logiques de rendement, qui agissent justement en sous-main pour pouvoir faire en sorte que le glyphosate, comme a été décidé le 16 novembre 2023, puisse être prorogé, puisque en fait ça ne va pas du tout dans leur intérêt. Donc c'était pour présenter le glyphosate pour qu'on aille plus loin dans l'échange. Donc ce que je dois comprendre, nous sortons d'une crise sanitaire sans précédent avec le chlordécone pendant plusieurs années, où manifestement il y a les ouvriers agricoles qui ont été reconnus malades par rapport à ce pesticide. Et là, sous des suspicions de glyphosate, c'est prolongé. Exactement. Donc, tu parlais tout à l'heure là, du respect de l'humain. Il n'y a pas de respect de l'humain. Tout à fait. Et pour moi, ça, c'est un point majeur qu'il faut faire ressortir. Et merci, Ulrich, pour ces informations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs qui apprennent beaucoup de choses. Mais vraiment, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que clairement, je pense qu'il faut prendre en compte le passif antillais, le passif guadeloupéen, le passif martiniquais avec les pesticides. Aujourd'hui, on a pu quantifier l'impact des pollutions, de la pollution des sols, l'impact de la pollution des personnes, plus de 90% de la population, mais l'impact psychologique. Bien souvent, on oublie de le citer. Et sur ce point-là, je crois que ce qui s'est passé en novembre avec le glyphosate nous impacte fortement. Pour nous qui avons eu ce traumatisme du chlordécone et qui est encore présent, puisque je rappelle encore que jusqu'à maintenant, nous terres encore ce pesticide dans ses entrailles. Et aujourd'hui, le problème, c'est de se dire à quel moment on a l'impression qu'on respecte en fait ces populations qui ont été fortement impactées, déjà sous le plan psychologique et social. Aujourd'hui, je crois véritablement que cette décision européenne n'a pas du tout pris en compte la situation des territoires d'outre-mer, comme ils le disent, la situation de nos populations qui se battent au quotidien pour manger sainement. Et je vais même rappeler que le cocktail chlordécone plus glyphosate, ça par contre, ça n'a pas été estimé. Et pour finir, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est cette façon en fait de se dire on accepte un produit. Et tant qu'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de preuve, on laisse. Je crois que cette façon de penser est quand même assez particulière parce que on est bien d'accord. Quand il y a suspicion de produit, je rappelle qu'on est d'accord, hein, si on est au stade de la suspicion, quand il y a suspicion sur un produit, il devrait être littéralement interdit. Parce que suspicion veut dire qu'il y a risque pour la santé humaine, il y a un risque sanitaire. Et aujourd'hui, comme pour le chlordécone, où ce qu'on veut, c'est le zéro résidu, je crois que pour toutes les utilisations qui sont du plan phytosanitaire, ce qu'on veut, c'est zéro suspicion. Et aujourd'hui, je crois que les Martiniquais, les Guadeloupéens, nous sommes tous unis là-dessus. Nous parlons d'une même voix pour dire qu'il est temps aujourd'hui que la situation des terres des Antilles, la situation de nos agriculteurs qui progressent sous des milieux pollués, d'accord, je le rappelle, et qui impactent fortement leur portefeuille et leur économie, il faut que leur voix soit entendue. Alors, je ne sais pas quel schéma mettre en place, je ne sais pas quel itinéraire politique qu'on devrait choisir pour pouvoir atteindre nos objectifs, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus mépriser ces hommes et ces femmes qui se lèvent le matin pour gagner leur pain, mépriser aussi ces populations qui aujourd'hui arrivent difficilement à pouvoir prendre soin de leur santé. Je tiens à dire aussi qu'en novembre 2007, donc ça fait déjà fort longtemps, le docteur Belpomme avait déjà des suspicions concernant le chlordécone. Ça on a officialisé ça dans les années 2022-2021. Donc depuis 2007, il y avait déjà des suspicions concernant le chlordécone. Donc si c'est pour en arriver, c'est pour que ça se réitère avec le glyphosate, avoir un taux. Maintenant, il y a un taux de, comment on explique ça encore, comme si qu'il faut avoir un taux au niveau du sang par rapport au chlordécone. Les LMR, ouais. Voilà. Si on a un taux de 0,2, ça va encore. Mais on devrait avoir 0, on n'a rien demandé. Exactement. Alors, justement, il faut même préciser, en 2007, c'est
un médecin sur un cadre bien précis, mais en fait, le chlordécone avait déjà été interdit dans le monde entier. Voilà. Donc, si ça a été interdit, c'est qu'il y avait justement déjà des doutes et que, par rapport à ces doutes-là, ils avaient adopté le principe de précaution. Ce dont parle justement Jonathan. C'est-à-dire que sur des produits qui vont impacter certainement, qui vont avoir des impacts en tout cas sur la santé publique, le principe de précaution est la chose qu'il vaut mieux en fait appliquer plutôt que partir effectivement sur bon, on a des doutes mais on va y aller, et puis ensuite il y a des scandales. Donc il y a plusieurs scandales en fait en France qui parlent de ça, le sang contaminé. Nous, ce qui nous concerne justement, c'est surtout le chlordécone. Donc ça veut dire que l'histoire, on nous dit souvent justement que il faut étudier l'histoire pour ne pas répéter les erreurs qui se sont faites par le passé. D'accord ? C'est une des raisons en tout cas pour lesquelles il faut étudier l'histoire. Pourtant, dans ce cadre-là, on est en train justement de répéter un schéma que nous, Martiniquais, Guadeloupéens, on connaît. Et pourtant, en fait, on le fait en toute impunité, sans justement prendre en compte ce scandale-là. Parce que quand tu parles de scandale, c'est un scandale pour nous, c'est pas un scandale international. Il faut être clair, personne en fait à l'international n'en parle. Il n'y a que nous, justement, Martiniquais, Guadeloupéens, et quelques mouvements français qui militent avec nous, qui sont au courant, qui en parlent. Sinon, c'est calme plat. Justement, d'ailleurs, les décisions de justice vont dans ce sens-là. Donc, c'est très important en fait de montrer qu'il y a un problème justement historique, et du coup, ça va générer forcément du mépris, un sentiment de mépris en tout cas dans la population. Et par rapport à ce que tu dis, Jonathan, et comme c'est l'Europe qui a pris cette décision-là, est-ce que tu peux nous parler du coup, parce qu'on a parlé d'une fin de cycle, ok, peut-être qu'il y a une fin de cycle qui se matérialise sur le terrain, mais finalement, dans le cadre législatif, qu'est-ce qu'il en est en fait de cette fin de cycle? Cette fin de cycle, en fait, clairement, elle est un petit peu biaisée. Comme on l'a dit, on voit cette fin de cycle s'organiser de plus en plus sur le terrain. Et d'ailleurs, même sur le tissu commercial, on le voit. Aujourd'hui, la clientèle demande de plus en plus de légumes locaux, de produits locaux. Et ça, aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est un besoin qui est reconnu de tous. Tout le monde est d'accord pour à la fois ceux qui les vendent et à la fois ceux qui les produisent. Tout le monde est d'accord et ceux qui les achètent. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il nous faut des produits locaux. Mais les moyens qui sont mis en place sur le plan législatif pour permettre aux agriculteurs d'y arriver, là, je crois qu'il y a un véritable problème. Donc, je vais prendre juste l'exemple du cahier des charges en fait de l'agriculture biologique qui demande à nous. Je rappelle que je suis aussi agriculteur certifié bio parce que c'est important quand même de garantir à notre population des bonnes pratiques, surtout que je rappelle qu'on a retrouvé plusieurs fois des taux en normes de chlordécone dans des légumes en Martinique. Donc c'est important de pouvoir donner à la population un certain gage de sécurité. Et pour revenir à mon propos, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que par rapport à ce cahier des charges, nous avons l'obligation, bien sûr, d'utiliser des semences certifiées bio. Or, la problématique, elle est déjà du fait que aujourd'hui, même s'il y a des semences locales, puisque je rappelle que je produis des semences locales du pays, donc des semences des variétés du pays qui sont adaptées et qui ont été vraiment préparées pour répondre aux exigences en fait climatiques, mais aussi commerciales, parce que ça c'est important, mais aussi nutritionnelles, ça je le rappelle. Donc ce sont des variétés anciennes exclusivement, mais j'ai une interdiction de les commercialiser aux professionnels. Donc ça, c'est un premier point. Il faut rappeler que lorsqu'il y a eu la loi en 2020, donc la loi numéro 2020-699 du 10 juin, ils ont donné l'accord pour la commercialisation aux jardiniers amateurs, mais l'interdiction est restée pour les professionnels. Alors, je reprends. Un agriculteur bio en Martinique qui veut produire du bio et local, comment il fait ? En sachant que, je rappelle, ça risque de choquer, ni le gombo, ni le piment végétarien ne figurent dans la liste des semences, la liste des semences officielles françaises. Donc ce sont quand même des variétés qui sont quand même des piliers de notre culture en Martinique et en Guadeloupe, et elles ne figurent pas. Donc on a l'impression qu'on nous demande effectivement des choses, mais qui sont impossibles à atteindre. Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan législatif, il y a des efforts à faire. Il y a véritablement une prise de conscience que les territoires des Antilles et leur population ont besoin d'une législation qui leur permette d'atteindre leurs objectifs. Et aussi, sur un point aussi qu'on parle très peu souvent, c'est aussi au niveau des passeports phytosanitaires.
effectivement, même lorsqu'on veut faire entrer des variétés qu'on ne peut pas forcément avoir localement, comme par exemple des graines de céleri ou des graines de persil qui sont assez difficiles à produire en Martinique compte tenu de notre climat, eh ben, il nous faut des passeports phytosanitaires de montant assez élevé par variété pour pouvoir les importer. Ça peut aller de 60 à 120 € pour un passeport phytosanitaire. Par variété. Par variété. Et ça, c'est quand même quelque chose c'est quand même un fait qui est quand même assez important et qui bloque, en fait, cette productivité, cette agriculture saine sur le plan législatif. C'est fixé par qui? Le cahier des charges de l'agriculture biologique est décidé de manière européenne. C'est l'Europe en fait qui décide de ce cahier des charges. Et je rappelle même que lorsqu'on vend un produit bio, le logo du label européen est primordial par rapport au logo français AB. D'accord? Donc il faut obligatoirement qu'il y ait ce label sur les produits. Donc c'est vraiment le cahier des charges européen qui décide des us et des manières dans l'agriculture biologique. Les exportations sont également soumis à ces cahiers de charges. Par exemple, tout ce qui est pays, quand on parle par exemple de l'igname qui sort, l'igname de Costa Rica, etc., ils sont soumis également à ce cahier des charges? Alors, il y a des règles phytosanitaires. Mais il y a aucune obligation en termes de cahier des charges, parce que je rappelle encore une fois, nous avons aussi du gingembre qui vient de Chine, dans lequel on retrouve des produits toxiques qui sont littéralement interdits en France. Donc aujourd'hui, ça, on rentre encore dans un domaine qui est très très grave et qui nous montre que nos portes sont ouvertes à n'importe quel type d'agriculture qui ne respecte pas en fait les normes sanitaires auxquelles nous, agriculteurs antillais, nous sommes soumis. Et là, on parle vraiment d'une situation qui n'est pas en notre faveur. Non seulement c'est déloyal, au niveau du coût, parce que les coûts de production sont vraiment différents, mais aussi c'est déloyal au niveau des pratiques et du pouvoir de production que nous n'avons pas, compte tenu des cahiers des charges stricts et qui ne sont pas ouverts aux situations sur le plan local. Donc ce que je dois comprendre, vous avez, dans votre cahier des charges, il y a des règles très très strictes, et en même temps, tout ce qui est exportation, on accepte tout et n'importe quoi. D'une certaine manière. Alors, c'est clair qu'après, on est dans une thématique différente. Nous, on produit bio. Donc, forcément, on est très encadré. Je ne connais pas de cahier des charges particulier à part les règles phytosanitaires dans une agriculture conventionnelle. Donc, nous avons fait le choix de produire bio. Donc, nous acceptons aussi les règles. Nous disons aujourd'hui, oui, nous voulons être contrôlés, nous voulons être certifiés, nous voulons prouver que nous faisons des produits sains. Mais il faut aussi que nos manières de cultiver puissent s'établir. Il faut que les règles qui sont décidées hors des Antilles en Europe prennent conscience de nos particularités sur le plan local et que nous puissions véritablement avoir les armes, les outils d'atteindre nos objectifs. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans des schémas d'importation, des schémas de faire entrer des produits qui ne sont pas produits aux Antilles, on est effectivement dans un autre domaine, mais il n'en demeure pas moins que c'est deux poids, deux mesures, où on a un domaine dans lequel les règles sont assez fermées, où le champ d'action est très réduit, et d'un côté où on a l'impression que tout est possible et tout est ouvert. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler du fait, est-ce que le cahier des charges français peut être moins strict que le cahier des charges européen? Alors, normalement, non, parce que la France est censée se soumettre au cahier des charges européen. D'ailleurs, elle y participe à cette rédaction avec les autres pays. Donc, normalement, la France est censée s'y soumettre. Et c'est pour ça que je parlais d'une ingénierie, d'un itinéraire politique pour pouvoir ouvrir la voie à des possibilités plus larges pour les agriculteurs. Et c'est là, en fait, pour moi, qu'il y a une voie de sortie, parce que déjà sur le terrain, et ça on le voit, sur le terrain, on se débrouille. Vous voyez bien du gombo sous les marchés, vous voyez du piment sous les marchés, nous qu'à débrouiller comme nous. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une certaine tolérance, en fait, on va le dire, il y a une certaine tolérance qui est appliquée. Mais aujourd'hui, nous, on veut pas juste de la tolérance, on veut juste, en fait, un champ d'action qui est propre à notre culture, à notre manière de cultiver. Et il faut maintenant mettre les bases, le cadre pour les générations qui arrivent, de façon à ce qu'ils ne soient pas dans une certaine frustration de se dire je suis dans la loi, hors la loi, etc. Non, ce n'est pas possible. On peut pas mettre l'agriculture dans ces cases-là. Il faut positionner l'agriculture sur quelque chose de solide, de tangible, puisque son métier et son action est primordial pour la population. Dédicace à Naoui, elle me disait qu'elle vous appelait les Gangsta Garden. Yes. J'aime pas mal elle est pas mal cette expression-là. Donc, si on résume bien, donc il y a une hiérarchie des normes, ce qui veut dire qu'en fait, les normes vont être édictées
par l'Europe à travers une commission où les pays européens justement se consultent et décident, il me semble que c'est à l'unanimité, non, à la majorité, je ne sais plus exactement. Alors c'est à la majorité quand il y a quand ils n'arrivent pas à trouver le statu quo, ils finissent par trancher quoi. Voilà. Comme pour le glyphosate, cette fois-ci il n'est pas passé si facilement que ça, donc on le voit. Donc c'est 27 membres je crois ont accepté. Tout ça. Pas la totalité, mais sur 27, il me semble. 27 membres. Ok, donc ça veut bien dire que la norme vient de là. Comme il l'a dit, le cahier des charges ne peut pas être moins strict que celui qui est édicté en tout cas par l'Europe. Donc ça veut dire que les décisions, quand elles viennent de l'Europe, là, le champ est ouvert pour que justement un agriculteur, quelqu'un qui veut, en tout cas, qui fait de l'agriculture, quel que soit conventionné ou non, il pourra justement prendre du glyphosate, d'accord ? Et ça peut arriver justement que, alors on fait ce travail-là pour qu'il y ait une sensibilisation pour arrêter de l'utiliser, mais légalement, d'accord, c'est possible, d'accord. D'ailleurs, l'argument légal, c'est toujours intéressant parce qu'il faut toujours rappeler que le fait de mettre un être humain de le gérer en tant que meuble, c'était légal, d'accord. Donc il y a plusieurs choses. Le chlordécone justement. Ce qui est légal et illégal. Le chlordécone, c'était légal, d'accord. Donc là, on est dans la légalité. C'est là justement que c'est important de le souligner, que ce que Jonathan est important, il vient justement de préciser que les volontés sur le terrain sont de changer de modèle, d'accord, de passer vers quelque chose qui est beaucoup plus respectueux de la biodiversité et du vivant et de l'humain, mais que le cadre législatif qui permettrait justement de faire cette transition-là, il n'existe pas. Ou en tout cas, il prend énormément de temps pour s'adapter aux réalités du terrain. Donc c'est très important en fait de le préciser et de ne pas justement stigmatiser nos agriculteurs qui eux-mêmes se retrouvent démunis finalement par rapport à ce système-là. Il faut bien le préciser, que ce n'est pas eux qui sont les acteurs principaux de notre domination. D'accord ? Ce sont justement des volontés politiques qui dépassent le cadre de la Martinique, qui vont l'imposer à la France, et la France elle-même, du coup, qui est rentrée en fait dans ce cadre-là européen, va du coup l'imposer aux Martiniquais. Exactement. Et d'ailleurs, je veux même rajouter tout à fait ce que tu dis, c'est très important. Je vais même rajouter aussi que, pour moi, le but, pour nous, c'est de ne pas tomber dans le piège de la législation. Je vais m'expliquer. C'est de se dire que l'Europe a le droit de reconduire le glyphosate pour 2033, mais nous avons aussi le choix de pouvoir investir sur la recherche et de trouver des moyens de gérer l'enherbement de manière naturelle. Et ça, c'est important, déjà d'un point de vue climatique, puisque en Martinique, l'herbe pousse 2 fois plus vite qu'en France. On a un climat qui fait que cette perturbation qu'il y a dans les cultures à cause de l'enherbement est plus importante. D'accord ? Et donc, l'utilisation des produits qui tentent à réduire l'enherbement sont plus nécessaires, en fait, qu'ailleurs. Donc, le but, effectivement, ce n'est pas de fustiger ces personnes qui utilisent le glyphosate. Ce sont aussi des personnes qui cherchent à nourrir leur population, qui cherchent à travailler, en fait, sainement et de gagner leur vie. Mais ils n'ont pas d'autres moyens de pouvoir régler, de pouvoir faire face à leurs problématiques. Même si, effectivement, il y a aussi une éducation, une formation à apporter aussi aux personnes qui désirent changer de système. Nous, on met en place des ateliers pour ça et je crois qu'on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de personnes qui mettent en place des ateliers pour former les agriculteurs et leur montrer qu'il y a d'autres techniques aussi que d'utiliser du glyphosate. Mais pour moi, la porte de sortie, c'est de se dire, OK, l'Europe a le droit, hein, ils ont décidé ça, OK, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a aussi le pouvoir et le droit d'aller vers des expérimentations, d'aller vers la recherche pour avoir des moyens naturels pour pouvoir gérer l'enherbement. Et ça, c'est vraiment très important. Nous, à Grain Pays, nous avons pu expérimenter une standardisation de culture avec vraiment un moyen de surélever les cultures. Non pas parce que le sol est chlordéconé, mais c'est juste pour mieux gérer l'enherbement avec la mécanisation, donc avec les débroussailleuses, sans abîmer les cultures et de pouvoir mieux désherber le sol sans avoir à se baisser trop bas et se faire mal et gagner plus de temps de façon à rentabiliser la main-d'œuvre. Parce que ça, il faut le dire, la main-d'œuvre au niveau dans l'enherbement, c'est vraiment un poste de défense qui est assez effectif et encore plus quand on est en agriculture biologique. Et c'est là, pour moi, qu'on peut réussir à mettre des voies de sortie. C'est d'aller vers les expérimentations, d'aller vers des techniques de production qui permettent une meilleure rentabilité tout en utilisant des produits naturels. La complexité avec l'Europe aussi, c'est que non seulement c'est voté, mais c'est eux également qui donnent les subventions. Également. Donc, à travers ces subventions-là, excuse-moi, tu voulais rajouter ? Justement, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le dispositif qui subventionne l'agriculture ?
Eh ben, c'est le FIADER. Voilà, c'est le FIADER qui subventionne l'agriculture déjà pour plusieurs types de dépenses. Ok. Donc, il y a un adage qui dit la main qui nourrit. Oui. Bon, je ne vais pas terminer. Je pense que tout le monde connaît l'adage. La main qui. Bon. Donc, à partir de là, nos agriculteurs, du coup, sont pas obligés, en tout cas, fonctionnent beaucoup justement avec les subventions, qui sont un droit. Hein, ce sont des fonds en fait qui sont mis à disposition et qui viennent de nos impôts. D'accord ? Donc c'est un droit c'est pas un don. Voilà, c'est un droit d'y avoir accès. Voilà. Ok ? Et donc, pour y avoir accès, il va falloir du coup rentrer dans un cahier des charges. Et là, c'est là où justement on voit le piège. C'est-à-dire que du coup, la main qui nous nourrit va nous donner un cahier des charges en disant « Ok, je vous donne l'argent, par contre, tu vas respecter tel code. » Jonathan vient de prouver que ces codes-là ne sont pas adaptés ne serait-ce qu'au territoire martiniquais. Par rapport à nos spécificités. À nos spécificités, d'accord ? On vient de voir qu'il n'est pas adapté. Donc, ça va poser la question justement du financement. Comment on va du coup financer une agriculture qui dépend beaucoup justement de fonds justement qui sont européens et qui ont eux-mêmes un cahier des charges qui n'est pas adapté localement. C'est quelque chose qui est quand même assez ubuesque. C'est vrai que on a l'impression que c'est un problème. Et moi, je pense véritablement alors je crois vraiment dans la recherche et je crois vraiment que là, on peut trouver des voies de sortie dans la recherche puisque ces mêmes fonds qui sont mis à notre disposition peuvent financer aussi des projets de recherche. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de pouvoir utiliser les cerveaux que nous avons aux Antilles, tous ces biologistes, tous ces chimistes, tous ces ingénieurs agronomes qui ont de l'expérience et qui peuvent participer à mettre en place des modèles de production et des produits naturels pour pouvoir arriver à ça. Pourquoi ? Parce que l'enjeu que nous avons en Martinique, c'est juste en fait les enjeux que toutes les nations vont avoir demain. Nous sommes un laboratoire, je le dis souvent, parce que nous sommes une île. Donc, ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, c'est véritablement ce que les autres populations vont vivre demain. Et tu l'as dit, demain, il est prouvé que le glyphosate, c'est un pesticide hyper nocif, qui fait ci, qui fait ça. Je vous promets que les sols européens seront tous pollués, ils vont tous chercher des techniques de dépollution, ils vont tous chercher des moyens naturels. Alors, notre situation aujourd'hui à la Martinique et à la Guadeloupe, c'est une ouverture pour nous de prendre le pas sur une situation future mondiale qui va arriver, qui est celle des conséquences de l'utilisation des pesticides à outrance. Et pour moi, nous devons investir le champ de la recherche fortement parce que nous avons de quoi faire en Martinique. On a un climat qui nous permet de faire plusieurs cultures dans l'année, donc de pouvoir faire plusieurs essais en 12 mois, contrairement à certains climats qu'on peut trouver en Europe. Nous avons également des espèces et une faune, un sol qui est magnifique et qui permet des expérimentations, mais vraiment exceptionnelles. Et vraiment, moi, je pense que c'est vraiment une voie qu'on devrait vraiment mettre en place. Alors, je ne parle pas de centaines d'euros, je parle de millions dans lesquels on devrait investir. On a des partenaires forts autour de nous. Cuba, on a vraiment des essais qui se sont déjà faits dans les autres îles et qui pourraient nous permettre d'être vraiment les leaders mondiaux en fait dans cette dépollution, dans cette mise en place de cette nouvelle agriculture qui respecte l'environnement et l'humain. Le problème qui se passe, on est toujours figé sur un seul modèle. Exactement. On peut avoir d'autres modèles autour de chez nous où on pourrait apprendre d'eux. Tout à fait, Jonathan. Cuba, je rappelle que l'embargo qui a été imposé sur Cuba a donné à Cuba, mais ça, je crois que ça c'est clair et net, a donné à Cuba une ingénierie. Voilà, exactement, une ingénierie incroyable, hyper inspirante en termes de pratique et qui aujourd'hui inspire non seulement les îles voisines, mais aussi les pays et les nations du monde entier. Donc c'est exactement dans ce sens que va mon propos. Donc là, il y a une question de valorisation qui est très importante parce que de par notamment le problème sanitaire du chlordécone, il y a un discours ambiant, en tout cas dans l'imaginaire collectif, qui veut que nos terres sont polluées, c'est foutu. D'accord ? Et Jonathan vient de le dire. On a un territoire, une biodiversité qui est archi résiliente et qui est riche en fait, riche et qui fait qu'effectivement, bon ça c'est une expression qu'on dit au Togo mais on peut le reprendre ici, tu plantes un clou, ça va donner un arbre. C'est hallucinant de voir justement comment nos terres sont fertiles. Donc il faut prendre en compte cela et la contamination n'est pas une fin en soi. La nature a déjà montré de par ses expériences justement qu'elle est capable
de changer justement le rapport et faire en sorte de le décontaminer. Ne soyons pas fatalistes, d'accord? Première chose. Deuxième chose, c'est valorisation du coup des initiatives qui sont faites dans la Caraïbe. Parce que Cuba, il faut rappeler que Cuba, c'est pas loin. Exactement. C'est dans la Caraïbe. Ouais. On parle tout le temps de Cuba en termes de communisme, en termes de Fidel Castro, en termes d'embargo, en termes de là-bas, c'est la pauvreté ultime, etc. On ne parle jamais de tous les expérimentations qui ont été faites à Cuba et qui aujourd'hui fait que Cuba est un modèle mondial dans ce qui concerne l'agriculture, dans ce qui concerne la santé, au point même, je vous rappelle que quand il y a eu la crise du Covid, qui venait... Voilà, exactement. Donc Cuba, au-delà justement des choses qui se sont passées concernant la guerre froide, etc., et l'embargo qu'ils ont subi, au-delà de ça, il faut voir les conséquences aujourd'hui, le résultat. Est-ce que le résultat, finalement, quand on est un modèle en termes d'éducation, de santé et d'agriculture, est-ce que finalement c'est un échec? Voilà. Donc, valorisons-nous, valorisons nos territoires. Donc, c'est très important. Donc, maintenant, justement, c'est intéressant, ça nous permet justement d'ouvrir sur la Caraïbe. Quel rôle, justement, peut jouer la Caraïbe, à ton avis, dans cette fin de cycle? En fait, ce rôle que la Caraïbe a joué est majeur, mais c'est surtout aussi le rôle que nous avons à jouer dans la Caraïbe, parce que je rappelle quand même que nous avons quand même un certain niveau de vie en Martinique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir inciter justement ce nouveau modèle, ou alors même de s'inspirer également des modèles qui sont déjà mis en place. Et pour moi, on est dans une période dans lequel il ne faut pas qu'on se rate. Nous sommes dans une période à laquelle nous ne pouvons pas nous rater, parce que c'est très important pour nous de saisir cette opportunité qui nous est donnée à nous, Martiniquais et Guadeloupéens, dans la Caraïbe. Celle qui est d'être les pionniers, celle qui est de ceux qui vont fonder une nouvelle agriculture caribéenne qui n'est pas basée sur la production inter-îles, c'est-à-dire qu'au sein même des îles, mais qui n'est pas basée dans la production dans les îles mêmes, mais de toutes les îles associées. Je m'explique. Ce qui voudrait dire que nous avons besoin de certaines matières premières pour pouvoir produire sainement. Il y a des îles à côté qui en ont. Nous avons besoin de telles variétés qui a des difficultés à pouvoir pousser chez nous en termes de plants parce que nous avons certaines maladies. Il y a certaines îles qui peuvent les produire. Nous pouvons mettre en place des échanges intelligents inter-îles pour pouvoir avoir une agriculture résiliente. Et c'est ça pour moi qui est vraiment le futur. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler, les Amérindiens eux-mêmes vivaient la Caraïbe de manière commune. Il n'y avait pas une sédentarité perpétuelle dans les îles. Il y avait vraiment un échange dans les îles qui était vraiment répandu. Et ça, les archéologues en parlent de plus en plus, que nous avons vu qu'il y avait vraiment ces voyages avec moins de technologie que nous avons aujourd'hui, avec moins de moyens de déplacement que nous avons aujourd'hui. Ils étaient arrivés à mettre en place un circuit d'échange intelligent et résilient qui permettait à chaque île de pouvoir développer de la richesse. Aujourd'hui, je pense qu'on doit s'inspirer du passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et on peut mettre en place des techniques qui nous permettront, nous Caraïbiens, d'être déjà souverains dans nos îles, en tout cas en termes de souveraineté alimentaire, mais aussi de pouvoir être dans la collaboration effective entre nous dans la Caraïbe. Et ça, c'est vraiment un point pour moi qui devrait vraiment être développé. L'entrée de la Martinique au CARICOM, est-ce que ça peut aider? Oui, ça peut aider, mais c'est une entrée aussi qui devrait être plus puissante. C'est-à-dire que c'est bien d'y être, mais il faudrait qu'on puisse être très actif également. Pour moi, ça, c'est vraiment un point, c'est un pas. C'est un pas pour la Martinique historique, mais le but, c'est de pouvoir prendre de plus en plus de décisions, de pouvoir prendre part aussi à ce qui se met en place. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu le Cambionet qui s'est mis en place cette année. Il s'est tenu en Martinique, le Cambionet qui rassemble des pays du bassin amazonien, des grandes îles et des petites îles de la Caraïbe, qui réfléchissent ensemble à une nouvelle agriculture. J'ai eu la chance de faire partie de ce Cambionet cette année et de pouvoir voir et de rencontrer justement ces ingénieurs agronomes de ces différentes îles qui sont venus justement sur notre site à Belém au Lamentin, et où on a pu montrer aussi ce qu'on a pu mettre en place durant ces dernières années en termes de gestion de l'enherbement de manière naturelle, comment produire en maximisant son rendement sans pour autant polluer les sols, voilà. Et je pense que ce qui a été initié par le Cambionet, c'est vraiment un point super important, d'autant plus que
il a été prévu vraiment ce dépérissement des sols à cause de l'utilisation des produits phytosanitaires. On sait qu'il y a des sols qui vont être moins fertiles dans quelques années, donc l'urgence de mettre en place des systèmes de production sains, vraiment une résilience, une ingénierie agricole, en tout cas en respectant l'environnement, est nécessaire. Donc vraiment, je pense que ces dynamiques-là, ce sont des dynamiques qui sont porteuses pour demain et qui nous permettront d'atteindre notre objectif. Une question. Est-ce qu'au niveau, parce qu'on parle de l'empoisonnement de nos terres en Martinique, est-ce que tu es au courant par rapport à l'empoisonnement des sols dans la Caraïbe? Est-ce que c'est équivalent ou pas du tout? Alors cette question, elle est super intéressante dans la mesure où, attention, il y a eu aussi l'utilisation de produits phytosanitaires dans d'autres îles. D'accord? On le sait, je ne vais pas citer pour ne pas fustiger, mais il y a eu beaucoup d'utilisation de produits phytosanitaires. La différence, c'est que à la Martinique et à la Guadeloupe, nous avons une prise de conscience qui est liée face à la mise en lumière de la pollution et de la toxicité d'une molécule et d'un pesticide. Mais ce qui se passe, c'est que cette mise en lumière n'a pas encore été effectuée sur les îles voisines et aussi dans le monde. C'est ce que je mets en lumière, c'est de se dire que notre situation, c'est une situation qui est un peu futuriste, même si nous sommes à présent dedans, parce qu'il y a eu une mise en lumière sous l'utilisation de pesticides et sur sa toxicité. Mais cette mise en lumière, elle est progressive. Et plus le temps passe, et plus on apprend qu'un produit était mauvais, et plus on apprend qu'un produit était dangereux. Je vais prendre l'exemple. Le thiram. Le thiram est un pesticide, d'accord, qui était utilisé pour traiter les semences. Le thiram était encore utilisé il y a encore de cela quelques années. Comme le chlordécone, il y a eu une dérogation pour écrouler les stocks de semences traitées avec le thiram. Ces semences traitées ont été vendues dans toute la Caraïbe. D'accord? La Martinique et la Guadeloupe n'ont pas été exemptes de ces semences traitées au thiram. Aujourd'hui, le thiram est reconnu comme pesticide cancérigène. Donc, ce que je suis en train d'exprimer, c'est ces mises en lumière progressives au fur et à mesure où les études sont dévoilées. C'est ça, en fait, qui nous permet de réaliser la situation dans laquelle nous sommes. Mais cette situation, elle est déjà présente, sauf que pour certaines îles, elle est cachée, pas encore révélée, et pour d'autres, elles sont déjà mises en lumière. Donc, on vient de le voir, le cadre législatif, il est présent et il ne va pas forcément à la même vitesse que les réalités dont tu parles sur le terrain. Donc, justement, Jonathan a parlé de la recherche qui pourrait être un outil, justement, qui pourrait nous permettre de développer des techniques pour, justement, changer le paradigme et arriver, justement, à une agriculture qui soit plus respectueuse du vivant. Est-ce que tu as d'autres champs d'action, en fait, que tu vois qu'on pourrait utiliser pour pouvoir... Ah oui, moi, je pense qu'il faut aussi accompagner nos agriculteurs, et ça je l'ai très bien compris parce que je suis très fier de faire partie des agriculteurs martiniquais et même antillais, et je suis très fier des générations qui nous ont précédés, vraiment ces générations qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu de nous former, d'aller dans des grandes écoles, de pouvoir se former aussi sous les réseaux, d'avoir toute cette technologie aujourd'hui qui est à notre disposition. Boum, on va sur Google, on trouve une information, etc. Et je pense que ces personnes ont tenu le flambeau vraiment avec brio. Ils nous ont transmis des valeurs agricoles, ils nous ont transmis des connaissances, ils nous ont transmis vraiment la fierté d'appartenir à un territoire, pas par chauvinisme toxique, mais par un vrai désir de pouvoir apporter à sa population. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a toute une génération d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, on le sait, qu'en Martinique, la population tend à vieillir. Et je crois qu'il faut vraiment accompagner ces agriculteurs avec vraiment des formations, de l'éducation, une mise à disposition de moyens, de leviers qui leur permettent de mieux planter, de pouvoir revenir à l'origine. Moi, je me rappelle encore quand j'étais en formation, quand j'étais en école, et on avait posé cette question-là. Je me rappelle, c'était la rentrée. J'étais en Bretagne, ils avaient posé cette question-là. Ils avaient dit que pensez-vous de l'agroécologie et l'agriculture biologique? Pensez-vous que ce sont des pratiques nouvelles? Et tout le monde était d'accord pour dire que non, que les anciens, qu'ils étaient bretons, qu'ils étaient normands, qu'ils étaient du sud de la France ou encore des Antilles, avaient déjà des pratiques avant la guerre mondiale qui étaient respectueuses de l'environnement. Je rappelle encore que tout le monde utilisait du fumier
Tout le monde utilisait des produits naturels pour pouvoir planter. C'est justement ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale qui a transformé l'agriculture mondiale. Et je rappelle encore que les premiers pesticides qui ont été commercialisés, d'accord, les premiers engrais de synthèse ont été commercialisés avec les mêmes brevets qui ont servi à créer les gaz dans lesquels les Juifs ont été tués pendant la Shoah. Donc ce sont les mêmes brevets qui ont été détournés pour créer ces produits qui après se sont retrouvés dans le sol. Et aujourd'hui, on est dans une situation où c'est le sol qui est coupable, alors que c'est le sol qui est victime de ce système qui n'a pas pris en compte en fait cette situation dans laquelle nous sommes. Alors ça, c'est vraiment un point qui est important et qui me permet de revenir justement à cette thématique-là, qu'il faut qu'on arrive à former notre population, à former nos agriculteurs. D'ailleurs, nous mettons en place des ateliers. Là, on va démarrer bientôt une formation sur comment produire ses propres semences sous climat tropical. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si on peut pas encore, hein, on est d'accord, si on peut pas encore acheter, si on a des semences qui sont pas encore inscrites sous les journaux officiels, si on peut pas encore commercialiser aux professionnels leurs semences, eh ben on va leur apprendre à produire leurs semences. Je pense que c'est déjà une bonne initiative. Mais aussi former la population. Comment je fais pour pouvoir avoir un sol fertile naturellement, comment je gère mon enherbement naturellement. Ça, je crois que ce sont des actions importantes à mettre en place. Et je le répète encore, on a vraiment eu une génération d'agriculteurs, une génération d'anciens qui ont fait un travail remarquable pour préserver les semences sans les moyens que nous avons aujourd'hui, pour préserver notre culture et notre patrimoine. Et nous devons de pouvoir continuer le travail et de pouvoir le léguer aux générations suivantes. C'est urgent quand même. Hein. C'est urgent parce qu'au niveau de la santé, prostate, champion du monde, infertilité également. La santé, j'avais même entendu parler, je crois que c'est toi qui disais, même dans l'eau de coco, il y a du chlordécone. On a retrouvé déjà du chlordécone dans de l'eau de coco également, ouais. Donc voilà, traiter le problème dans sa profondeur, nous sommes obligés. Ah oui, ça c'est important. Et c'est important, Jonathan, que tu donnes les chiffres, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience. On n'est pas là pour choquer, on est là pour dire les choses clairement. Et tu as parlé de la prostate qui est vraiment très grave à la Martinique et à la Guadeloupe, mais il faut rappeler quand même... Et effectivement, également tous les cancers aussi. Hein. Exactement, puisque de 2015 à 2019, c'est une information majeure quand même, de 2015 à 2019, le taux du cancer du sein était 10 fois supérieur à la Martinique que dans l'Hexagone. Donc, j'ai bien dit 10 fois supérieur. Donc, quand on arrive à des chiffres de 0,6% de la population atteinte dans l'Hexagone à 6% en Martinique, c'est très grave. Et aujourd'hui, ce sont des faits qui nous amènent à nous dire que la prise de conscience aujourd'hui, elle est obligatoire, tant pour la population que pour ceux qui nous défendent, qui nous représentent, ceux qu'on élu. Et aujourd'hui, je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on passe à l'action. Et je suis fier de voir qu'il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place, que ce soit dans le nord de la Martinique, dans le centre ou dans le sud. On voit vraiment qu'il y a un intérêt de la population pour retrouver en fait ce lien avec les agriculteurs. On voit des artistes aussi qui promotionnent ça, d'accord, dans leur musique, qui le disent clairement, de pouvoir aller voir les pêcheurs, aller voir les agriculteurs. Et on voit qu'il y a cette dynamique populaire qui est en train de s'installer. D'ailleurs, ça me fait penser à une chanson de Malaika sur le dachin, où elle nous dit de retourner manger du dachin. Donc ça prouve bien effectivement qu'il y a des artistes justement qui sont dans ce combat et qu'il faudrait justement... Exactement, Yemonse également. Voilà, il faudrait qu'on valorise. Et en fait, le piège, c'est de tomber dans le fait que l'agriculture, c'est un domaine bien précis et qu'il ne faut pas parler en fait des autres thématiques. Tu as parlé de la santé, donc les comorbidités, ce qui fait qu'on a eu si peur en Martinique justement quand il y a eu le Covid, c'est bien parce qu'en fait, on a beaucoup de maladies qu'on développe en Martinique et beaucoup plus en Martinique que dans le reste du monde. Donc, ce qui concerne le diabète, effectivement, par exemple, ce qui concerne justement notre prise de poids, en fait, ce qui a évolué de façon... L'obésité. L'obésité, etc. Toutes ces maladies-là, cardiovasculaires, qui sont liées aussi à la dégénérescence de notre cerveau, donc à travers Alzheimer, etc. Il y a énormément, en fait, de pathologies qui sont beaucoup plus présentes sur nos territoires de par notre expérience, en fait, historique. Donc, il faut bien, en fait, comprendre ça et comprendre que ça, c'est lié forcément à notre style de vie et à notre façon de manger. Manger n'est pas extrait de cela, d'accord ? C'est quelque chose qui est global. Et c'est aussi lié, justement, aux politiques. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, si on avait un cadre législatif qui allait dans ce sens-là, on serait déjà en avance, en fait. On serait déjà sur
la transition justement écologique et la transition de modèle, et on serait déjà justement dans le fait de l'expérimenter. Là, on n'est pas dedans. Donc quand justement on nous dit, on taxe justement le fait que ah mais là on parle d'agriculture, ils vont nous parler en fait de législation, non, c'est lié. Tout est lié, justement. Donc, il a parlé justement de la formation, la recherche, et de créer une autonomie, du coup, de pensée des agriculteurs, pour ne pas qu'ils restent dans ce modèle-là, et que justement, ils puissent avoir les possibilités de connaître quels sont les autres modèles pour pouvoir les appliquer. Et je pense que... Qu'est-ce que tu penses justement de la désobéissance civile avant qu'on... Clairement, le mot désobéissance, c'est forcément un mot qui est assez controversé. On le sait, je suis pas pour la désobéissance en soi, mais Grain Pays a commencé dans la désobéissance civile. Aujourd'hui, je crois que on n'a pas eu le choix de le faire, puisque quand on a commencé à multiplier les semences, c'était pas encore légal. On l'a fait parce que déjà c'est un héritage que j'ai reçu. J'ai des photos où je suis tout petit, je suis à côté de ma maman et ma mère était déjà en train de retirer des graines dans de la pastèque. Et ça, vraiment, c'est des photos qui m'ont montré qu'à la base même, moi j'ai hérité des pratiques que mes parents avaient, qu'ils avaient reçues de leurs parents. Donc les graines dans le frigo, les trucs comme ça, c'était quelque chose qu'on gardait de production déjà. Donc c'est un héritage déjà. Et je crois qu'aujourd'hui, la désobéissance civile, quand on est là pour pouvoir en parler de santé de sa population, quand on est là pour pouvoir préserver le patrimoine végétal mondial, je rappelle que 90% des espèces végétales ont disparu, d'accord, et ne sont plus produites en France. On est parti de 5000 variétés de tomates pour arriver aujourd'hui à 500 préservées en France. Il y a un monsieur qui fait ce travail-là et beaucoup moins utilisé, en tout cas dans le commerce. On voit bien qu'il y a une urgence de préserver le patrimoine mondial. Dernière information que je voulais dire sur le glyphosate, par rapport à la Martinique, ça c'est important quand même de le dire, c'est que on n'a pas encore, c'est pas encore vraiment reconnu la tendance cancérigène du glyphosate. Mais par contre, il y a des choses qui ont été reconnues. Et ce qui a été reconnu sur le glyphosate, c'est la toxicité du glyphosate sur les yeux, mais aussi pour les milieux aquatiques. Et ça, c'est une information majeure pour nous qui habitons sur une île, de savoir que l'utilisation du glyphosate est toxique pour les milieux aquatiques. On parle de quelque chose qui a été reconnu par l'Europe. Donc là, je crois qu'il y a un vrai problème environnemental qui se lève pour la Martinique et pour la Guadeloupe et pour nos pêcheurs également, qui subissent déjà assez avec le chlordécone. Et je pense que vraiment, il est temps qu'on se lève et que ceux qui ont le pouvoir de faire entendre la voix des Antillais dans l'Hexagone le fassent et nous défendent, puisqu'ils ont été élus pour ça. Et je pense qu'il y en a pas mal qui seraient prêts à passer à l'action. En tout cas, je l'espère. Nous touchons à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir. Comme on avait dit, tu l'avais dit, Louis, tu l'avais annoncé. Riche en informations, j'espère que vous avez pris note. Vous avez la possibilité de voir, de revoir l'émission parce que beaucoup de choses ont été dites ce soir. Un petit mot pour la fin, Jonathan. En tout cas, merci de m'avoir invité pour cette émission. C'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ce genre de thématiques et d'émissions. Et j'incite la population à continuer à se former, à continuer à aller vers ces pratiques saines, de continuer à porter en eux en fait cette Martinique qui est en train de fleurir et qui va finir par apparaître. Et voilà, ce que je demande, c'est que véritablement qu'on puisse être pris en compte un petit peu plus souvent et que ceux qui ont le pouvoir de faire les choses puissent s'inspirer et ne pas avoir peur de nous rencontrer et de pouvoir mettre en place les plans d'action nécessaires. Louis? Ce qui me vient en tête, c'est les ancêtres Pacamo. Nos ancêtres, justement, avaient développé justement une agriculture qui était respectueuse, le plus possible en tout cas, du vivant. Et on revient en fait à ces modèles-là. C'est très important. Ça veut bien dire en fait qu'il faut valoriser nos ancêtres, ce qu'ils ont transmis, notre patrimoine, notre culture, parce que ce sont des choses dans lesquelles il faudra qu'on replonge pour pouvoir justement créer un nouveau modèle. Je ne dis pas qu'il faut refaire exactement comme ils ont fait. Je dis qu'il faut prendre justement les outils qu'ils nous ont laissés, légués, pour pouvoir les utiliser dans un modèle nouveau qui sera d'autant plus justement respectueux du vivant, de notre culture et de notre écosystème. Donc franchement, Martiniquais, encore une fois, effectivement, comme l'a dit Jonathan, continuez à vous former, continuez à prendre ces informations-là, à valoriser le travail de nos agriculteurs. Je répète, les fautifs ne sont pas nos agriculteurs, ne les stigmatisons pas, stigmatisons le système, justement, qui permet malheureusement à nos agriculteurs d'être démunis par rapport à cette situation-là et qui ne
il fait en sorte qu'ils ont une bonne volonté justement de changer, mais que les outils ne leur sont pas donnés pour qu'ils puissent changer. Donc pensons à ça. N'oubliez pas que on fera le débrief justement après l'émission lundi aux alentours de 19h sur TikTok ou Instagram, où on va pouvoir justement échanger F-Media sur F-Media 234 et on va pouvoir continuer à échanger sur cette thématique-là qui est fondamentale pour l'avenir de notre nation. On a parlé un peu de musique, ça me rappelle un morceau de Tonton David, il disait issu d'un peuple qui a déjà beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Donc voilà, Yes. c'est au combat Bel nous qu'à passage. aller. Yes. Bel passage. Bonne soirée à vous, à la semaine prochaine. L'émission